Bon, écoutez, nous allons démarrer ce webinaire qui est organisé dans le cadre du cercle RH de l'IDAF. Donc, je suis Guillaume de Marnac et je suis responsable de ce cercle RH et je fais partie du conseil d'administration de l'IDAF. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter des actualités juridiques plutôt en matière sociale. Notre intervenante sera Maître Laurence Guetta-Pechenay, que je remercie de sa présence et qui fait partie du cabinet FIDAL. Ces actualités juridiques sont organisées autour de trois axes. Nous aurons un premier axe qui concernera l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle. Et nous avons choisi de faire deux focales sur deux points particuliers. Premièrement, la convention de forfait jour. Qu'en est-il? Quel est son avenir? Quelle zone de danger présente-t-elle? Et puis un deuxième sujet sur lequel nous ferons également une focale, qui sera la question du télétravail, c'est-à-dire quel est le statut collectif nécessaire pour le télétravail et quelle articulation avec le contrat de travail. Donc tous ces points vont être traités par Maître Laurence Guetta-Pechenay du cabinet FIDAL. Pendant ce webinaire, je vous remercie de bien vouloir garder vos micros fermés pour qu'on évite toutes sortes de problèmes techniques. Vous pouvez, pendant l'intervention de Maître Guetta-Pechenay, poser vos questions sur le chat et nous reprendrons les questions en fin d'intervention pour éviter d'avoir un rythme perturbé. Et donc, je passe la parole à Maître Laurence Guetta-Pechenay, que je remercie encore de sa présence. Oui, merci Guillaume, merci aux membres de l'IDAF de m'accueillir. Nous allons en effet faire un tout petit focus sur la jurisprudence qui me semblait intéressante de vous communiquer. Alors, la dernière jurisprudence, vous allez voir que c'est très très récent. Euh, alors, les brèves de l'année 2024, première brève, première nouveauté, et c'est vraiment une nouveauté, c'est un arrêt du 11 décembre 2024 qui concerne la mise à pied à titre disciplinaire d'un salarié dit protégé, donc titulaire d'une protection légale, que vous avez peut-être parmi vos collaborateurs. Et en fait, comme vous le savez, il est de jurisprudence constante, avant d'ailleurs cet arrêt du 11 décembre, qu'aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel sans son accord. Donc là, je parle de la modification du contrat. On n'avait pas encore d'arrêt concernant la mise à pied à titre disciplinaire et dans cet arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a décidé que la mise à pied à titre disciplinaire d'un salarié titulaire d'une protection légale, mise à pied disciplinaire qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat du représentant du personnel et qui n'emporte également pas modification du contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, cette mise à pied à titre disciplinaire n'est pas subordonnée à l'accord du salarié. Donc, on n'a pas à demander l'accord du salarié, donc le salarié protégé ne peut pas refuser cette mise à pied. C'est une solution nouvelle, puisqu'on n'avait pas encore de décision sur ce point-là. En revanche, on rappellera qu'en ce qui concerne une mutation ou une rétrogradation disciplinaire, que vous faites peut-être, l'accord du salarié protégé, là, dans ce cas-là, est requis. Donc, mise à pied de titre disciplinaire de salarié protégé, on peut y aller, on peut notifier dès lors qu'on a évidemment des motifs, sans obtenir son accord, et donc il ne peut pas refuser cette mise à pied. Autre décision qui me semblait intéressante également, ça concerne l'avantage en nature logement, où là, on a une décision, alors sur le principe qui nous laisse un petit peu pantois, en tout cas sur la motivation du rapporteur de la Cour de cassation. Jusque-là, quand on omettait de faire figurer sur un bulletin de paye l'avantage en nature logement, en l'occurrence là c'est logement, jusque-là, la Chambre sociale nous disait que c'était une omission et on n'était pas forcément condamné. Le on, c'est évidemment l'entreprise. Là, on change un petit peu de registre. Dans un arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation Chambre sociale a décidé que la fourniture par l'employeur d'un logement constitue un avantage en nature, là, il n'y a pas de problème, qui doit être indiqué sur le bulletin de paye qui lui est remis. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. À défaut de mention sur la fiche de paye, la mise à disposition du logement de manière gratuite est susceptible de caractériser un travail dissimulé. Jusque-là, ça me semblait logique. Mais dans cet arrêt, la Cour de cassation va plus loin puisqu'elle va sur la notion d'intention. Et ce que nous dit l'avocate générale, c'est que elle a relevé que l'existence d'un avantage en nature, tel que la mise à disposition d'un logement,
j'ouvre les guillemets, je reprends ces termes, ne laisse pas de place à l'erreur quant à sa mention sur un bulletin de salaire. Par conséquent, l'avocate générale nous dit, il s'agit donc d'une omission dont l'importance caractérise en elle-même la mauvaise foi de l'employeur et donc le caractère intentionnel du manquement. Intention égale pénal, après derrière, je vous rappelle. Par conséquent, attention prudence, l'importance de l'omission maintenant, enfin depuis cet arrêt, est susceptible de caractériser ipso facto la mauvaise foi de l'employeur et donc l'élément intentionnel du manquement. Jusqu'à maintenant, quand on n'avait pas l'avantage en nature sur le bulletin de paye, alors les avocats adverses des salariés allaient sur le terrain de l'intention et nous, on disait non, mais il n'y a pas d'intention, c'est une omission, point final. Attention, Artung, Cour de cassation 4 décembre, l'omission peut, par définition, constituer une intention de dissimuler. Par conséquent, l'intention dissimulée, ça octroie aux salariés de dommages et intérêts et ça peut également permettre aux salariés de vous poursuivre sur le plan pénal. Donc attention, n'oubliez pas les avantages à nature. Là, c'est uniquement logement, mais à mon sens, ça peut s'appliquer à n'importe quel autre avantage à nature dont on aurait omis de faire figurer le montant sur une fiche de paye. Troisième précision, Conseil d'État du 18 décembre 2024. Vous savez que depuis déjà quelques temps, on a une procédure particulière concernant l'abandon de poste. Avant, dès lors qu'un salarié ne se présentait plus à son poste de travail, on vous conseillait de demander au salarié de justifier de son absence, et puis, au bout d'un certain temps, qui dépendait des circonstances, de la taille de l'entreprise, du salarié, etc., il était possible de procéder au licenciement du salarié pour abandon de poste, faute grave. On a eu cette nouvelle procédure qui a été mise en place et donc une loi du 21 décembre 2022 avec la présomption de démission, un décret du 17 avril 2023 et également des questions-réponses du 18 avril 2023 sur le site du ministère du Travail. Des syndicats ont attaqué ce décret 2023 en remettant en cause cette présomption de démission. Évidemment, l'objectif des syndicats était de faire en sorte que cette présomption d'émission soit balayée du Code du travail, puisque dès lors que la présomption d'émission et la procédure mise en place par cette nouvelle loi, enfin, qui a déjà 2 ans, s'appliquait, le salarié était considéré comme démissionnaire et non pas licencié pour abandon de poste, et la démission, comme vous le savez, emporte le non-versement des allocations chômage. Le Conseil d'État a dit niet. Le décret, et donc les questions-réponses hein, par conséquence, le décret d'avril 2023 est parfaitement valable. La nullité du décret n'a donc pas été prononcée. Ce qui est intéressant, ce qui est important surtout dans cet arrêt du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État a rajouté une condition pour que votre procédure de présomption de démission soit valable. Le Conseil d'État nous dit, pour que la démission du salarié puisse être présumée, ce dernier doit nécessairement être informé lors de la mise en demeure que l'employeur doit lui envoyer et doit être informé des conséquences qui peuvent résulter de l'absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence. Donc cette phrase-là, vous devez la compléter, vous devez compléter vos modèles si vous utilisez ce dispositif de présomption de démission. Donc il faut absolument que le salarié soit informé des conséquences qui peuvent résulter de l'absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence. Tout ça doit être écrit. Alors pour notre part à FIDAL, et pour moi encore plus d'ailleurs, mais à FIDAL en général, nous on a pris la position suivante. J'ai eu encore le cas avant-hier, pardon, où une cliente était face à cette situation et elle m'a demandé ce qu'il fallait faire. Moi je lui ai dit, moi je ne prends pas la présomption de démission, je conserve mon ancienne procédure, constatation de l'absence du salarié sans justification. Je lui demande de justifier, justifie pas, je licencie pour faute grave. Nous sommes un peu frileux, alors que ce n'est pas tout à fait notre style habituellement, sur ce dispositif de présomption d'émission, puisque, comme vous le voyez, le salarié peut justifier de son absence en vous apportant un motif légitime. Et c'est vous, employeur, qui devez vérifier et considérer si le motif est légitime ou pas. Nous, on estime que ce n'est pas le boulot de l'employeur de faire ça, parce qu'après, si un contentieux prud'homal, c'est sur vous que ça repose, hein, cette preuve de l'absence de motif légitime. Nous, on préfère continuer la procédure de licenciement pour faute grave à abandon de poste. C'est donc une procédure que personnellement, je n'utilise jamais et que je déconseille à chaque fois à mes clients. Néanmoins, si vous l'utilisez, mettez à jour vos documents.
Euh, Autre arrêt qui me semblait important, Marjolaine, merci, sur le harcèlement sexiste, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2024 où on va sur le terrain du harcèlement d'ambiance. Euh, on a beaucoup d'affaires de harcèlement sexiste ou harcèlement sexuel ou agression sexuelle également d'ailleurs. On est passé du harcèlement moral au harcèlement sexuel, où les salariés d'ailleurs vous accusent ou accusent un collaborateur de votre équipe de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle ou d'agression sexiste, en apportant un minimum de preuves, et ensuite c'est à vous, évidemment, à démontrer que tout cela est faux. En l'occurrence, le harcèlement d'ambiance, moi personnellement, j'interviens beaucoup dans le monde associatif et dans le monde industriel. Et dans le monde industriel, dans certaines activités, je ne doute pas qu'il y ait du harcèlement d'ambiance. Alors ça va du calendrier avec des femmes dénudées, ça ça participe du harcèlement d'ambiance, enfin, sauf si vous n'avez qu'une population masculine. Euh, Ça part de là, ça passe également, pardon, par les blagues ou les blagounettes à caractère sexuel ou à caractère sexiste. Là, on a un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui est très clair. Sans être directement visée, une salariée peut subir un harcèlement discriminatoire en raison de propos et d'agissements sexistes qui caractérisent un harcèlement d'ambiance à caractère sexuel. En l'occurrence, des blagounettes à caractère sexuel étaient balancées en permanence ou régulièrement dans un bureau. Dans ce bureau travaillait une salariée. Cette salariée, alors qu'elle n'était pas directement visée, s'est sentie quand même visée de façon indirecte en tant que femme, et elle a porté l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Donc, attention, il faut vraiment attirer l'attention de vos collaborateurs, notamment les cadres, parce que ce sont eux ensuite qui doivent faire redescendre les informations et les bonnes pratiques. Il faut vraiment attirer l'attention des cadres sur les propos qu'on tenait parfois il y a quelques années, mais qui aujourd'hui sont strictement interdits et n'ont plus leur place dans une entreprise. Dans cet arrêt, il y a un deuxième élément important, à mon sens. L'employeur qui ne désigne pas un référent harcèlement manque à son obligation de sécurité. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Paris le 26 novembre 2024. C'est la première fois que la Cour d'appel va tant sur le terrain du harcèlement d'ambiance à caractère sexuel que sur l'obligation de sécurité et donc sa violation s'il n'y a pas de référent harcèlement dans l'entreprise. Donc attention là aussi, je vous rappelle que si vous êtes au moins 250 salariés, vous devez avoir un référent harcèlement. Si vous êtes moins de 250, c'est le CSE qui doit désigner un référent harcèlement. Donc ne pas oublier de le mettre en place, ça peut servir. Dernier arrêt, mais que je ne vous ai pas mis sur le support, puisque... Ah non, alors, l'avant-dernier arrêt, que je ne vous ai pas mis sur le support, puisque je l'ai lu hier. Simplement un petit rappel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2025, a rendu un arrêt qu'on attendait depuis un petit bout de temps concernant l'affaire France Télécom, dont vous avez certainement entendu parler. Et la Cour de cassation a consacré le harcèlement moral dit institutionnel. Je rappelle que dans cette affaire, il y avait une politique de déflation des effectifs qui avait été mise en place par France Télécom. Dans cette politique, enfin, cette politique était menée notamment par le CODIR, dont le DRH de mémoire. Le directeur général, le directeur des opérations France et le DRH également avaient été poursuivis. La Cour de cassation considère que le fait de mettre en place des manœuvres en vue de faire partir des salariés sans avoir à les licencier, en clair, on les pousse dehors, mais sans les licencier, on les amène à démissionner, toutes ces manœuvres constituaient du harcèlement moral dit institutionnel, et on est allé également au pénal, hein, puisqu'on a la partie pénale, Cour de cassation criminelle, mais également, il y a eu également des affaires en matière sociale. Donc attention, là encore, il faut vraiment briefer le management pour éviter de déraper, parce que ça peut faire extrêmement mal. Et donc là, le dernier arrêt du 2 octobre, un arrêt qui me semble intéressant, on a de temps en temps des demandes de salariés sur une discrimination salariale, et notamment, d'ailleurs de salariés protégés, et notamment des salariés qui se plaignent de ne pas avoir eu les mêmes augmentations individuelles, voire d'ailleurs collectives, mais plus individuelles, que les autres collègues de la même catégorie professionnelle. En l'occurrence,
C'était une femme, une salariée qui avait été en congé de maternité et elle demandait, au cours de son congé de maternité, à bénéficier des augmentations individuelles, tout comme ses collègues les avaient également eues. La Cour de cassation, le 2 octobre, nous dit que, sauf accord collectif plus favorable, ce qui est relativement peu le cas, en tout cas chez mes clients, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas, ces augmentations individuelles ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, l'employeur n'étant obligé de les verser qu'à l'issue de ce congé. C'est-à-dire que si la salariée est absente pendant tout son congé de maternité et que l'augmentation tombe pendant son congé de maternité, elle ne percevra l'augmentation individuelle, justifiée, motivée, etc., qu'à son retour à son poste de travail et pour la période postérieure à son congé de maternité. Donc ça peut être intéressant pour éviter de gonfler votre masse salariale pour rien. Donc, on décale et c'est uniquement pour l'avenir, puisque pendant le congé de maternité, le contrat de travail est suspendu. Ça marche uniquement pour le congé de maternité. Attention, ça ne marche pas forcément pour le mandat syndical. Et là, il faut être assez vigilant. Voilà très rapidement quelques arrêts importants. Alors, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais ce sont ceux qui qui nous semblaient les plus intéressants pour vous. On a également des petites modifications et surtout des contentieux de plus en plus importants en matière de forfait jour. Alors, pendant assez longtemps, enfin pendant quelques années, on n'a plus entendu parler des forfaits jours. Là, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène, si je puis dire, suite aux arrêts CP Maladie de septembre 2023. CP Maladie où on a été condamné, enfin la France a été condamnée à appliquer strictement les règles européennes, même si on n'a pas tout à fait les mêmes règles en France, évidemment, en matière de déclenchement des CP. Et là, on s'est posé la question de savoir quid des forfaits jours, puisque, à mon sens, le forfait jour risque d'être le prochain sur la liste. Ça fait déjà quelques années que l'Europe et les syndicats au niveau européen tentent de faire tomber les forfaits jours tels qu'ils existent en France. Donc aujourd'hui, ils existent encore. Moi, je continue encore à les mettre en place, mais évidemment, il faut les mettre en place de façon correcte et assurer surtout un suivi également euh, parfait, puisque la moindre erreur peut également là coûter très cher. Pour rappel, les conventions de forfait jour sont mises en place selon des conditions très strictes. Alors, on a le Code du travail et on a les conventions collectives. Déjà, au niveau du collaborateur, je vous rappelle que le salarié doit être autonome. On va revenir dans un instant. Alors, il peut être cadre ou non cadre, mais ce qui est important, c'est cette notion d'autonomie. On ne passe pas des salariés en forfait jour uniquement pour ne plus avoir à gérer leur temps de travail. Voilà, ça s'est vu à un certain moment. J'espère que ça ne se voit plus. Il nous faut également un accord collectif, donc soit un accord, une convention collective à jour. On va dire 80% des conventions collectives maintenant sont à jour, mais 20% ne le sont pas. Et un contrat de travail, ou un avenant contrat de travail sur ce dispositif. Donc la convention individuelle de forfait doit évidemment être signée par le salarié et tout cela va nous permettre de mettre en place ce forfait jour, de le faire vivre et de le suivre surtout. Donc je vous disais qu'on peut avoir des cadres et des non-cadres qui sont concernés, c'est le prochain slide, avec une notion importante qui est la notion d'autonomie. On a eu un arrêt, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais là il y en a un qui me semblait intéressant, un arrêt du 7 juin 2023 sur cette notion d'autonomie. Puisqu'en fait, le salarié doit être autonome et en même temps, vous devez contrôler que le salarié respecte les 217, 218, voire moins jours de travail sur l'année, qu'il respecte également l'amplitude, puisqu'il ne peut pas travailler plus de 13 heures, moins 20 minutes à mon sens, donc selon moi, 12h40 par jour, et pas plus de 6 jours sur la semaine. Mais il doit être autonome. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même suivre son travail, hein, en tout cas son temps de travail. Et ce qu'on voit quasiment partout maintenant, ce sont des pointages informatiques d'ailleurs, avec donc des relevés informatiques. Et en l'occurrence, dans cet arrêt de juin 2023, on avait un salarié qui était soumis à une obligation de pointage qui donnait lieu à des relevés informatiques. Et ces relevés informatiques reprenaient le nombre d'heures travaillées chaque jour et spécifiait que le salarié devait effectuer au moins 6 heures de travail par jour pour voir sa journée de travail validée.
et donc être décompté dans le cas de ce forfait annuel. La Cour de cassation a considéré que le fait d'obliger le salarié à effectuer 6 heures de travail par jour pour voir une journée de travail validée, le fait de voir le nombre d'heures travaillées par jour, donc pour contrôler les 6 heures, euh, euh, dans le système informatique de l'entreprise, ben, tous ces deux éléments ont amené la Cour de cassation à considérer que le salarié, en fait, ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Par conséquent, il ne relevait pas d'une convention de forfait en jour et qu'il basculait donc dans la durée légale du travail, en l'occurrence 35 heures par semaine. Ça veut donc dire que lorsqu'on met en place un système badgeage informatique, il faut être très vigilant. Le badgeage doit uniquement vous permettre, vous, de dire le salarié était présent ou pas. Donc, c'est les jours travaillés ou les jours non travaillés de la convention de forfait jour, mais surtout pas calculer un nombre d'heures pour ensuite qualifier le forfait jour ou pas. Donc, attention, c'est la première fois à notre sens que la Chambre sociale se prononce sur le fait de savoir si ce critère d'autonomie du salarié est ou pas rempli dans un tel cadre, informatique. Ça ne veut pas dire que l'obligation de pointage empêche de mettre un salarié en forfait jour. À notre sens, je dis à notre sens au sens de FIDAL, le principe même de l'obligation de pointage ne va pas priver automatiquement le salarié de cette autonomie nécessaire pour bénéficier d'une convention de forfait jour. On peut obliger un salarié à pointer pour, encore une fois, décompter le nombre de jours, voire décompter le nombre de demi-journées, puisqu'on peut également raisonner par demi-journée. Mais ces modalités de pointage doivent être compatibles avec l'autonomie d'un salarié. Moi, quand on me pose la question de savoir c'est quoi un salarié forfait jour, un salarié autonome, alors je caricature, après je développe plus, mais je ne le ferai pas là parce que je n'ai pas le temps, je dis toujours un salarié autonome, donc un salarié au forfait jour, doit pouvoir gérer son temps de travail comme il l'entend. Si vous avez la chance d'avoir un salarié très rapide, il va pouvoir faire le boulot en 1 heure. Si le salarié n'est pas aussi rapide que cela, bah, il le fera en 7 heures ou en 8 heures. Ça, c'est l'autonomie. Donc, si j'ai une mission que je la remplis en 1 heure, bah, c'est bon, je rentre chez moi, j'ai fini ma journée de travail, puisque ma journée de travail, ce sont des missions à remplir. Donc, il faut faire très, très attention à cette notion d'autonomie. Et donc, il faudrait peut-être vérifier si vous avez des salariés au forfait jour, s'ils remplissent vraiment ces conditions. Je vous rappelle que la claque qu'on se prend après, c'est que si la convention de forfait jour est déclarée comme inopposable au salarié, donc nul sur le plan juridique, le salarié est donc considéré à 35 heures, et comme il a tous ses badges et tous ses documents, il peut démontrer en 2 secondes et demie qu'il a fait des heures supplémentaires, qu'il va falloir donc lui payer. Euh, on a donc, alors, je notais l'autonomie, c'est pas une totale indépendance, parce que là aussi, on a certains arrêts certains salariés qui ont essayé de dire, mais moi, je n'étais pas indépendant, donc je n'étais pas au forfait jour. Non, non. Autonomie ne veut pas dire indépendance. Je rappelle qu'un salarié au forfait jour, il est peut-être cadre, voire parfois non cadre, mais en tout cas, il est salarié, il reste salarié et les sujétions du contrat de travail s'appliquent. C'est-à-dire, je réponds à des instructions qui me sont données par mon employeur. Je ne suis pas indépendant. Ce n'est pas un salarié indépendant au sens juridique du terme. Donc l'autonomie, attention. Attention également à ce que prévoient vos conventions collectives. Comme je vous l'ai dit, les conventions collectives aujourd'hui ont été, pour la plupart, mises à jour et ont pris en compte la jurisprudence très nombreuse des dernières années. Si votre convention collective n'est pas complète, je vous rappelle que vous pouvez la compléter par un accord d'entreprise. Et après, on a également le contrat de travail. Donc attention, parfois on a des classifications minimales ou des rémunérations minimales pour avoir droit de mettre en place une convention de forfait jour. Donc il faut bien vérifier la convention collective dans les critères qu'elle met en place et également si la convention collective est à jour ou pas. Concernant l'accord collectif, oui, les accords donc, doivent contenir des garanties pour la protection de la santé des salariés et leur garantir une charge de travail raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que votre convention collective ou votre accord d'entreprise et votre contrat de travail prévoient comment le salarié va pouvoir gérer, va pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée.
Ce qui veut dire qu'il va falloir également prévoir comment on gère la charge de travail périodique, quotidienne, alors hebdomadaire, mensuelle, ça fait un peu beaucoup. Comment également on organise le travail du salarié cadre. Il faut également prendre en compte le droit à la déconnexion. On en parle régulièrement lors des réunions avec vous. Donc attention au droit à la déconnexion. On a de plus en plus de cadres quand même qui vont au prud'homme. Alors ça risque de s'accentuer puisque on a quand même des difficultés dans certains secteurs de l'économie en France et 2025 s'annonce assez noir. Donc les salariés, lorsqu'ils iront au prud'homme pour contester leur licenciement, en profiteront pour regarder s'ils ont eu droit à leur droit, s'ils ont bénéficié pardon, du droit à la déconnexion. Ils vont vérifier également si le forfait jour est valable, etc. Il y a un élément très important également, et assez souvent, je dois dire, lorsqu'on est des contentieux, on se fait avoir. L'évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jour, eh bien, tout ça, ça doit faire l'objet d'un entretien. Ça veut dire que chaque année, vous devez avoir votre entretien annuel, couplé éventuellement avec l'entretien professionnel, et pour les salariés qui ont une convention forfait jour, un entretien spécifique sur le forfait jour. Personnellement, je préconise un entretien spécifique et non pas une petite phrase qui apparaît dans l'entretien annuel. On fait l'entretien annuel, on a un autre document sur l'entretien forfait jour, et on le traite peut-être dans le même temps ou dans le suivi de l'entretien annuel. Il nous faut absolument un entretien avec des questions précises et une signature du salarié. Et si le salarié vous dit, oh là là, j'ai eu beaucoup de travail, là j'ai beaucoup trop de travail, je suis en train de me noyer, ben, il ne faut pas écrire RAS, ce qu'on voit parfois. Même si le salarié signe, après il pourra démontrer que non, non, je vous ai envoyé au moins 10 mails en vous disant que j'étais vraiment sous l'eau. Donc, il faut vraiment faire très attention à l'entretien annuel, à la façon dont il est mené. Je vous rappelle que tout le monde n'est pas en mesure de mener un entretien annuel déjà classique et un entretien annuel forfait jour. Il faut vraiment être formé. Et puis, il faut avoir un document évidemment clair. On a un arrêt du 2 mars 2022 euh, où là, on est encore, enfin, à nouveau sur l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité à laquelle est astreint l'employeur. Et cette obligation de sécurité doit conduire l'employeur à vérifier que le salarié en forfait jour bénéficie d'une bonne répartition dans le temps de travail, ce qui permet à l'employeur de s'assurer que le salarié est est en bonne santé mentale, en l'occurrence. Et en l'occurrence, dans cet arrêt du 2 mars 2022, eh bien, on avait un salarié qui avait invoqué du stress engendré par une situation dans l'entreprise. Stress non pris en compte par l'employeur, ce qui avait ensuite débouché sur un état de santé dégradé. Une non-reconnaissance de son travail, puisque là aussi, lorsqu'on licencie un salarié parce qu'il travaille mal, parce que beaucoup d'erreurs, etc., maintenant c'est classique, je fais beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que je suis stressée. Pourquoi je suis stressée? Parce que j'ai beaucoup trop de travail. Pour preuve, je vous ai envoyé des mails en vous disant, ouh, attention, là, c'est trop. Et puis voilà, en fait, donc les erreurs que j'ai commises, moi, salarié, c'est à cause des conditions de travail dégradées que vous, employeur, m'avez imposées. Et pour peu que le salarié soit en forfait jour, ce qui était le cas, eh bien, le salarié est allé en conseil de prud'homme, cour d'appel, cour de cassation, et la cour de cassation nous a dit l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude de la charge du travail du salarié en forfait jour restait raisonnable. Par conséquent, il n'a pas pris les mesures pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, on l'a quasiment dans tous les dossiers. Alors, il faut faire attention, parce que les avocats qui ne sont pas spécialistes de la matière l'utilisent à tout va. L'obligation de sécurité, c'est une obligation qui est dans le Code du travail. Ce sont les articles L41, 21 et suivants du Code du travail. Et ils répondent quand même à certaines conditions. Donc, voilà. L'obligation de sécurité sur MES, c'est 10 000 euros. À chaque fois que j'ai une demande, c'est dommage d'intérêt 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. Non, c'est pas aussi simple, fort heureusement pour les employeurs. Un autre arrêt, toujours dans la même veine, du 10 janvier 2024, donc un peu plus récent. Pareil, dans tous les cas, l'employeur doit opérer un suivi scrupuleux de la charge de travail du salarié en forfait jour. En l'occurrence, on avait une convention de forfait jour. Le salarié n'avait pas eu son entretien à temps, puisqu'il y avait un changement de direction. Donc, l'ancienne direction n'avait pas fait l'entretien. La nouvelle direction est arrivée. Le temps de prendre ses marques, il s'était passé quelques mois.
ce qui fait qu'on avait basculé d'une année sur l'autre. Et donc, une année avait été une année blanche en matière d'entretien forfait jour. Et bien sûr, lorsque le salarié a été licencié après pour d'autres motifs, il en a profité pour faire état de cette absence d'entretien. Il a obtenu gain de cause. Et là encore, obligation de sécurité non, euh, non respectée par l'employeur. Par conséquent, charge de travail déraisonnable, absence de répartition du temps de travail. Et voilà. Et la boucle est bouclée. Donc, attention au forfait jour. Encore une fois, enfin, moi, dans dans les dossiers que j'ai à traiter pour mes clients, on est plus sur un entretien forfait jour qui soit est inexistant, soit, chance, il existe, mais il est mal mené. Donc, attention au suivi du forfait jour. Peut-être le suivant, même après, parce que ça, je viens d'en parler. Voilà. Par conséquent, n'oubliez pas d'établir un document de contrôle avec la date et le nombre de journées, de demi-journées travaillées. Ce qu'on voit assez souvent, c'est sur la fiche de paye. Vous avez la fiche de paye du cadre, ou du non-cadre, et du salarié au forfait jour. Et vous avez sur la partie droite une petite colonne où il est inscrit J, JT, jour travaillé, JNT, jour non travaillé. Et ensuite, le salarié, en tout cas moi je le fais signer, le salarié signe évidemment, parce que le fait de remettre le bulletin de paye et de ne pas contester ne veut pas dire qu'on est d'accord. Donc, il faut absolument que le salarié, que vous ayez un document de la part du salarié qui accrédite ce que vous avez écrit et notamment les jours pris, les jours de repos pris. Et quand un salarié est en jour de repos, il ne travaille pas. Et aussi, attention. Et donc, ça veut dire qu'on ne l'embête pas. Il faut donc vous assurer la compatibilité de la charge de travail du salarié avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. C'est ce que je vous disais. À mon sens, dans le code du travail, c'est 13 heures. Hein, on doit avoir un temps de repos de 11 heures, donc 24 moins 11 égale 13. Personnellement, j'enlève les 20 minutes. Vous savez qu'on doit avoir un temps de repos de 20 minutes au bout de 6 heures de travail. Un cadre, en général, peut travailler sans problème plus de 6 heures. Donc, moi, j'estime que c'est 12h40, 13 moins 20 égale 12h40 de travail maximum par jour pour un cadre au forfait jour sur 6 jours. C'est sûr que si vous faites travailler un cadre 12h40 sur 6 jours pendant plusieurs mois, on risque d'avoir un petit souci après, il risque d'être un petit peu fatigué. Donc, là aussi, il faut gérer la charge de travail. Et donc, l'entretien annuel, une fois par an, avec un document signé par le salarié, préparé, signé par le salarié, et vous conservez tout cela, évidemment. Donc, au niveau de la convention individuelle de forfait, parce que là, ce que je viens de vous dire apparaît dans la convention collective parfois, mais pas de façon aussi développée, parfois dans l'accord d'entreprise et ou dans l'avenant au contrat de travail. Et donc, le contrat de travail, donc c'est le slide suivant, même après. Merci. Donc, on a un avenant au contrat de travail, mais ça, vous le savez, les mentions obligatoires, la nature du forfait et la motivation. C'est-à-dire que si je suis au forfait annuel en jour, ben, j'explique, enfin, si vous avez un salarié au forfait annuel en jour, vous devez expliquer pourquoi il est au forfait annuel en jour. Donc, on explique l'autonomie, le poste occupé, l'autonomie, etc. Évidemment, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération forfaitaire qui correspond et les mentions prévues éventuellement par votre accord d'entreprise ou la convention collective. Euh, Ça dépend de votre situation. Euh, On remet également, en tout cas moi je conseille à mon client lorsqu'on met en place le forfait jour, donc soit on fait le contrat de travail, c'est un nouvel embauché, ou alors on fait un avenant au contrat de travail avec un salarié qui est déjà embauché, on remet au salarié non seulement cet avenant au contrat de travail ou le contrat de travail lui-même, mais également tous les autres documents nécessaires. L'accord collectif, hein, si le forfait jour a ses dispositions principales dans l'accord collectif, les dispositions de la convention collective, logiquement, la convention collective, elle doit être affichée dans l'entreprise. Euh, Attention au bulletin de paye. Moi, j'ai un contentieux. Alors, on n'est pas encore au conseil de prud'homme, on en est qu'au balbutiement, parce qu'on est en train de discuter entre avocats, où j'ai un très bel avenant au contrat de travail, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc c'est Final qui l'a fait. Donc il y a tout dedans, c'est dans la métallurgie, donc c'est clair, en plus, j'ai aucun mérite, parce que la majorité dépend de la convention collective de la métallurgie. Et mon client, je ne sais pas pourquoi, sur la fiche de paie, j'ai
salarié, donc dans le corps du texte, j'ai le salaire mensuel brut. En dessous, j'ai salarié forfait jour, donc 200, en l'occurrence, c'est 214. Donc là, ça va. Mais au-dessus, où j'ai le nom du salarié et le poste occupé, la fonction, oui, la fonction, pardon, j'ai juste à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, durée du travail, 35 heures. Donc sur un même document, j'ai un forfait jour et j'ai 35 heures. Donc là, évidemment, la partie adverse a foncé dessus et nous réclame, enfin nous dit, vous avez un bulletin de paye qui fait apparaître 35 heures, 217 jours, 214 jours, ok, mais c'est contradictoire. Par conséquent, j'en déduis que c'est 35 heures. Donc non, il faut que tous les documents soient d'équerre, vérifiez bien les fiches de paye. C'est une erreur du cabinet comptable en l'occurrence, mais c'est une erreur de mon client, parce que c'est mon client qui aurait dû vérifier ce que faisait le cabinet comptable. Donc attention, tous les documents doivent être bien paramétrés. Voilà sur le forfait, sur la convention de forfait. Le slide suivant, Marjolaine, s'il vous plaît. Merci. En résumé, pour apprécier la validité d'une convention de forfait en jours sur l'année, on a donc un accord d'entreprise ou une convention collective ou un accord d'entreprise avec des mentions obligatoires. On vérifie également que le salarié est véritablement autonome. Encore une fois, on ne balance pas tout le monde forfait jour, ça ne sert à rien. D'autres ont essayé avant vous et ont eu des contentieux prud'homaux. La grande distribution a beaucoup essayé il y a quelques années. On signe une convention, on fait signer une convention individuelle de forfait donc par un avenant au contrat de travail. On respecte bien le droit à la déconnexion. On vérifie bien, donc on contrôle bien le respect des 218 jours peut-être ou moins annuels par an. On vérifie bien également, on contrôle bien l'amplitude de la journée de travail du salarié et donc sa charge de travail. Et évidemment, on fait très attention au droit à la déconnexion. Et tout cela aboutit à un entretien annuel avec le salarié. Lorsqu'on fait tout ça, et c'est faisable, c'est possible, hein, certains y arrivent sans trop de difficulté, le salarié est véritablement en forfait jour et quand il va au prud'homme vous réclamer des heures supplémentaires en arguant d'une inapplicabilité pardon, de la convention de forfait jour, eh bien le salarié est débouté. Et vous voyez, il y a 6 cases, il y a 6 cases à respecter vraiment de façon stricte. Donc voilà, sur le forfait jour, je rappelle que le forfait jour, encore une fois, ça coûte très cher parce que s'il ne tient pas la route sur le plan juridique, le salarié a 35 heures et donc il bénéficie des heures supplémentaires qu'il arrive à démontrer sans trop de difficultés. Et pour un cadre, en général, le cadre a une rémunération supérieure au SMIC. Et le cadre peut donc réclamer des sommes et on est en général sur des sommes qui tournent à minima à minima 60 000 euros. On est plus proche, en tout cas chez mes clients, on est plus proche des 130 150 000 euros rien que sur le forfait jour. Donc ça peut faire très mal et après on n'a que ses yeux pour pleurer, si je puis dire. Parce que si on a l'un des éléments juridiques qui conditionne la validité du forfait jour qui n'existe pas ou qui a été mal fait ou qui n'a pas été, ou qui a pas été fait, qui n'a pas été mis à jour, on n'a pas grand-chose à dire. Donc voilà sur le forfait jour et les bonnes nouvelles de la jurisprudence. On a un autre sujet qui pose de plus en plus de questions, voire de problématiques juridiques. Et vous verrez, il y a notamment une problématique qui n'est toujours pas réglée, c'est le télétravail. Alors, le télétravail, très en vogue évidemment depuis la pandémie, on a pensé, moi la première, je dois le dire, que le télétravail perdrait un petit peu de sa superbe et qu'on reviendrait, alors certainement pas à ce qu'on faisait il y a encore 4 ans, bientôt 5, et donc un travail à 100% en entreprise ou quasiment 100%, mais on pensait quand même que ça allait un petit peu se réguler. Alors, le télétravail, c'est vrai, n'est plus forcément la panacée, c'est-à-dire que c'est plus forcément le premier attrait pour un salarié. C'est-à-dire que le salarié que vous allez recruter vous pose pas la première question, ne vous pose pas en tant que première question, est-ce qu'il y a du télétravail? Néanmoins, il vous pose cette question en deuxième. Donc, c'est quand même très important. Et les salariés sont très attachés au télétravail. La dernière documentation que j'ai trouvée, qui est la DARES, nous dit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière pour le télétravail, puisqu'on a
72% des entreprises qui n'ont opéré aucun changement quant au nombre de jours passés au bureau lors de ces 12 derniers mois. Et on a même 23% qui ont accordé 1 à 2 journées de télétravail supplémentaires à leurs collaborateurs. Donc, on a quand même le télétravail qui existe. Ça veut donc dire qu'il faut absolument l'encadrer si ce n'a pas été fait. Pour rappel, oui, c'est le prochain. Pour rappel, on va aller directement à la définition actuelle. La définition a évolué depuis 2005, donc ça ne date pas d'hier. La dernière définition qui est donc à jour, c'est une définition de 2018 par une ordonnance, par les ordonnances de 2017 et la loi de mars 2018, où on nous dit le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire, avant de la vie régulière. Là, c'est volontaire uniquement, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc en fait, le télétravail, c'est pas uniquement le travail à domicile, hein, c'est le flex-travail, on l'appelle comme on veut. Ça peut être à domicile, dans un lieu externalisé, donc qui appartient à l'entreprise, hein, enfin qui appartient, pardon, qui est loué par l'entreprise. On a souvent, notamment dans la région parisienne à Paris, des locaux mis à disposition et qui sont donc loués par l'entreprise. Mais même dans notre chère province, enfin, ça se fait. D'autant que moi, je suis à côté du Luxembourg, donc ça se fait vraiment beaucoup. Parce qu'au Luxembourg, le télétravail est très utilisé. Ce télétravail, il peut prendre la forme soit d'un travail sédentaire ou permanent, donc c'est le prochain slide, soit alterné ou pendulaire, soit nomade. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes. Sédentaire, le travailleur, le salarié est à son domicile, ou alors dans un bureau satellite de l'employeur, ou dans ce qu'on appelle le télespace, donc les working office que vous avez. Alterné au pendulaire, le collaborateur télétravaille quelques jours en dehors des locaux et le reste de la semaine dans l'entreprise. Donc en général, c'est je suis dans l'entreprise et puis un jour ou deux, je suis hors de l'entreprise. Nomade, puisqu'il peut se faire où on veut. On a même des arrêts où le salarié est parti de l'autre côté de l'Atlantique en vacances, s'est installé ensuite là-bas, toujours dans la foulée, et a continué son télétravail du Canada, je crois, ce qui n'a pas plu à l'employeur, parce que pour l'employeur, venir en France pour assister aux réunions obligatoires alors qu'on habite au Canada pouvait poser quelques petits soucis. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs formes de télétravail. La plus fréquente, c'est quand même le travail au domicile. Alors, faites très attention à vos outils informatiques. Moi, j'ai le cas aujourd'hui, c'était hier. Le salarié n'est plus dans l'entreprise depuis hier, parce qu'elle a dû recevoir sa lettre de licenciement. On l'a envoyé hier. Un salarié qui est au service RH, service paye RH, donc travaille dans l'entreprise avec l'outil informatique de l'entreprise, en l'occurrence un ordinateur portable, hein, puisque c'est plus simple. Elle est considérée comme administrateur, évidemment, pour avoir accès à toutes les informations permettant de faire les payes. Cette salariée a un jour de télétravail, pas de problème, mais lorsqu'elle est en télétravail, elle doit faire du travail qui ne lui permet pas d'aller sur le serveur RH Pay. C'est-à-dire qu'elle peut faire du travail RH, mais elle ne peut pas avoir accès à toutes les informations Pay quand elle est à son domicile. Le système est tellement bien sécurisé, c'est une entreprise où ils sont quand même 450, donc c'est vraiment pas tout petit. Mais le système informatique est tellement bien sécurisé que la salariée donc, était en télétravail chez elle, devait donc travailler sur des documents autres que la paie, n'avait pas le pouvoir normalement d'accéder aux informations paye. Or, il s'est avéré que, et c'est tout bête, elle a imprimé un document alors qu'elle était à son domicile. Et ce document a atterri dans le service paye. Hein, on peut imprimer à distance. La DRH, en charge de la paye, s'est demandé d'où venait cette impression. Elle a vu que ça venait de la personne qui n'était pas là, mais qui était donc chez elle, mais qui avait interdiction de travailler sur les payes, parce qu'elle ne devait pas normalement avoir accès aux informations paye. Et on s'est rendu compte après, enfin surtout la DSI s'est rendu compte qu'en fait la personne avait, euh, avait désactionné certains logs pour être considéré comme administrateur même à distance.
Donc, comme quoi, c'était hyper bien sécurisé. Bien entendu, je suis caustique. Et on la vire pourquoi? Pourquoi on l'a licenciée hier? On l'a licenciée déjà pour non-respect de la charte, puisqu'il y a une charte informatique qui dit ce que je viens de vous dire. Euh, et aussi parce qu'elle a supprimé tous les logs pour éviter qu'on voit qu'elle était rentrée dans le système informatique. Mais la DSI a réussi à trouver, à le voir. Donc en fait, elle a manipulé, ce qui est un petit peu dangereux s'agissant encore une fois, des outils confidentiels. Hein. Outre le RGPD, ce sont des outils confidentiels, puisqu'il s'agissait quand même que des informations paye du groupe entier. Donc vérifiez bien quand vous mettez en place du télétravail que votre système informatique est au point et que le salarié, s'il n'a pas la possibilité, enfin s'il n'a pas tous les droits ouverts à tous les documents, vérifiez bien que c'est vraiment bien fermé. Vérifiez bien également que s'il bosse chez lui, c'est avec votre ordinateur, pas avec son ordinateur personnel. Là aussi, nous avons des problématiques de virus informatique sinon. Donc, le télétravail doit vraiment être très encadré d'un point de vue informatique et juridique. Ça veut dire qu'il faut que le service RH travaille avec le service informatique si vous en avez un en interne. Sur le télétravail ou ces bonnes nouvelles informatiques, on a parfois du télétravail qui n'est pas volontaire, mais qui est imposé par le médecin du travail. Parce que le télétravail, comme je vous l'ai dit dans la définition, doit être volontaire, c'est-à-dire que le salarié doit accepter d'être en télétravail. Vous ne pouvez pas lui imposer en télétravail, sauf période de pandémie, bien sûr, parce que là, on est en cas de force majeure. Il est un cas où ce n'est pas l'employeur qui va décider, ce n'est pas non plus le salarié qui va décider, c'est le médecin du travail, où on a de temps en temps des avis d'aptitude, je dis bien aptitude, du salarié à occuper le poste, mais avec des restrictions ou des recommandations. C'est pas la même chose. Hein. Une restriction, une recommandation, c'est pas pareil. Une restriction, c'est obligatoire, on doit l'appliquer. Une recommandation, c'est on doit tenter de l'appliquer. Et donc, parfois, on a des restrictions ou des recommandations qui vous obligent, vous, employeur, à mettre un salarié en télétravail. Alors, dans la vraie vie, en tout cas dans les dossiers que j'ai eus, moi, c'est le salarié qui était demandeur auprès du médecin du travail. Le médecin du travail a écrit. Hein. Donc ensuite, c'est quand même à vous, soit d'appliquer, parce que si vous avez une restriction et que le salarié doit être en télétravail, vous devez appliquer la restriction et donc mettre le salarié en télétravail, sauf à expliquer au médecin du travail que le poste occupé par le salarié est incompatible avec du télétravail. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un contrat de travail nickel et une fiche de poste nickel, enfin clair. Parce que si vous ne respectez pas les restrictions du médecin du travail et que vous continuez à demander aux salariés à venir travailler enfin, dans l'entreprise, vous ne respectez pas votre obligation de sécurité et là, vous êtes évidemment susceptible de poursuites prud'homales, voire pénales en cas d'accident de la part du salarié. Donc, on ne joue pas. Il faut contractualiser. Alors, là, je vous ai mis que d'un point de vue légal, on n'a pas l'obligation de contractualiser le télétravail. Bien entendu, d'un point de vue juridique et d'un point de vue intellectuel, pour moi, on formalise, c'est-à-dire qu'on fait un avenant au contrat de travail. Tout cela avant, évidemment, on a une charte ou un accord d'entreprise sur le télétravail, mais on le formalise et on précise certains points. Hein, c'est pas vous êtes en télétravail et puis vous le gérez, moi je vous fais confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, en tant qu'employeur, vous devez, surtout que là, on n'a pas forcément des salariés en forfait jour qui sont autonomes, vous devez évidemment mettre en place des moyens de contrôle du télétravail, des conditions où est exercé le télétravail et des missions qui sont effectuées par le salarié. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Il vous faut donc mettre en place un accord d'entreprise ou une charte. Donc, ça dépend. Un accord d'entreprise, c'est un peu plus lourd parce que vous devez le négocier avec vos syndicats si vous en avez, votre CSE ou votre CSE. Une charte, vous la mettez en place tout seul, donc c'est plus soft. Et donc, ça dépend en fait déjà de l'existence ou pas de représentants du personnel et de syndicats. Et ça dépend également de l'ambiance dans l'entreprise. Parfois, quand tout va bien, même lorsqu'il y a des syndicats, une charte leur suffit, surtout lorsqu'ils ne sont pas concernés par le télétravail. Il ne faut pas oublier les conditions du retour à un travail dans l'entreprise, donc ce qu'on appelle la réversibilité. Il faut prévoir ces conditions dans l'accord ou dans la charte, notamment un délai. Parce que le salarié qui est en télétravail tous les, je sais pas, tous les jeudis et vendredis, si vous lui dites, ah, tiens, en fait,
Cette semaine, c'est la dernière fois. À partir de la semaine prochaine, tu reviens bosser jeudi et vendredi dans l'entreprise. Non, il faut vraiment un délai, puisqu'on sait tous que le télétravail permet aux salariés d'organiser sa journée de travail comme il l'entend. On ne fait pas de télétravail en production industrielle, évidemment. Donc, ça veut dire que j'ai la possibilité, quand je suis en télétravail, ça veut dire que de par mon poste, j'ai la possibilité de faire un petit peu ce que je veux. Je veux bosser à 5 heures du matin, je bosse à 5 heures du matin. Je veux bosser entre midi et 2, je travaille entre midi et 2, etc. Je ne suis plus astreint aux horaires de travail définis par l'entreprise. Donc, il faut prévoir cette réversibilité et les conditions de cette réversibilité, notamment le délai de mise en place de cette réversibilité. Euh, N'oubliez pas également que le télétravailleur, alors je parle des télétravailleurs qui sont en télétravail quasiment 5 jours sur 5, on en a dans les DSI, on a beaucoup de télétravailleurs dans les DSI qui sont absents d'entreprise, parce qu'à la limite, qui gèrent vos problèmes informatiques sur place ou à distance, ça revient au même. Moi, ma DSI, elle est à Paris. Donc, qu'ils soient au siège de Fidal à Paris ou qu'ils soient à leur domicile, pour moi qui suis à Metz, je m'en moque, c'est pareil. Ils peuvent prendre la main à distance. Donc, attention, lorsqu'on a des salariés qui sont beaucoup en télétravail, ben, ils doivent être traités quand même comme les salariés qui sont dans l'entreprise et que vous voyez tous les jours. Donc, il ne faut pas les oublier. On verra après qu'il y a d'ailleurs des risques sur la santé au travail, enfin, notamment en matière de RPS. Il y a un élément important et qu'on met nous dans les chartes ou dans les accords. Il faut prévoir les horaires pendant lesquels les salariés peuvent être contactés. Je suis en télétravail, mais je suis quand même salarié. Encore une fois, il faut. Voilà. Alors, j'ai un client qui me dit toujours, mais qui est contre le télétravail. Dans télétravail, il y a le mot travail. Donc, je suis salarié quand je suis en télétravail. Par conséquent, je dois pouvoir être joignable quand mon employeur a besoin de moi. Et comme on sait tous que pendant le télétravail, le salarié gère son temps un petit peu comme il l'entend, hein, il ne fait pas 8h midi, 14h, 17h, pas forcément, il faut définir des plages pendant lesquelles le salarié a l'obligation d'être présent à son poste pour pouvoir éventuellement être joint. Si on ne met pas ça, vous ne pourrez pas dire à votre salarié, vous pourrez pas, enfin, vous pourrez lui reprocher, mais on ne pourra pas en tirer de conséquences. Vous ne pourrez pas lui dire, mais moi j'ai essayé de vous joindre à 10h, je n'ai pas réussi, vous m'avez rappelé, il était 11h. Or, c'est à 10h que j'ai besoin de vous. Il va vous dire, ouais, ok, mais moi j'étais déjà sur mon ordinateur à 5h du matin. Donc, quand vous m'avez appelé, j'étais en pause. Et ma pause, je la gère moi-même, parce que je suis en télétravail. Donc, attention, la charte, elle doit vraiment être, la charte ou l'accord doit vraiment être très précis sur ce point-là. Peut-être passer au slide suivant. Alors, ça, vous l'aurez. Là, je vous ai remis tout ce à quoi il faut penser, parce que le salarié en télétravail, encore une fois, n'est qu'un salarié. C'est volontairement, j'utilise volontairement le négatif. Il a droit au même, enfin, il bénéficie de tous les droits comme les autres. Il faut donc vérifier également sa charge de travail. On regarde, et donc sa charge mentale. Il a accès au CSE, puisque c'est un salarié classique, donc il a accès à toutes les informations également du CSE. C'est un salarié lambda, simplement, encore une fois, son lieu de travail n'est pas en face de vous, il n'a pas le bureau en face du vôtre. Alors, il y a quand même des petits points à vérifier, c'est le suivant, c'est même après. Donc, on a soit un accord d'entreprise, soit une charte. Et si on n'a pas d'accord, pas de charte, et c'est une zone à risque. Donc, moi, à minima, j'aime qu'il y ait au moins une charte. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on peut recourir au télétravail, mais là, il faut absolument qu'on ait un avenant, et donc un avenant identique pour tous les salariés qui sont en télétravail, qui soit blindé, qui comprend tout, tout ce qu'on aurait mis dans l'accord d'entreprise si on l'avait fait, ou dans la charte. Personnellement, à minima, moi, il y a une charte. Je ne me contente pas de faire un avenant contrat de travail. Sur le prochain slide, je vous ai mis ce à quoi il fallait penser. Quand on a un accord ou une charte, on va éviter les problématiques en, en étant dans de la prévention, c'est-à-dire qu'on va délimiter précisément le champ du télétravail. On peut décider que euh, tel ou tel département n'a pas accès au télétravail, par exemple. Après, on motive, évidemment. Encore une fois, on se doute bien que quand on est en production dans l'industrie, on ne va pas pouvoir faire du télétravail, puisque on ne va pas transporter les machines à domicile. On va poser les critères objectifs d'éligibilité au télétravail, c'est ce que je viens de vous dire, quant au poste, quant aux salariés.
On fixe un nombre de jours maximal de télétravail par semaine ou par mois. Alors moi, j'ai un client, une grande association, une fédération nationale avec des fédés territoriales en région et en local, qui a négocié un accord télétravail juste après le Covid de mémoire, où on a potentiellement 80 jours de télétravail possible sur l'année pour tous les salariés. Donc ça a été ouvert et au final, quand on regarde donc quand c'était ouvert, évidemment, tout le monde, tous les salariés disaient ouais, super. Et au final, quand on fait le point sur le télétravail, ben, en général, on a 2 jours de télétravail, voire 3 jours pour les services support euh, par semaine. Donc 80 jours, c'est quand même énorme, hein. Personnellement, je n'en mets pas autant. Il faut encadrer la mise en œuvre du télétravail, parce que quand même, le but du jeu, c'est que l'entreprise continue à fonctionner, hein, encore une fois. Donc, on peut prévoir, et moi, c'est ce que je fais, un nombre maximal de salariés en télétravail de façon simultanée dans une même équipe, dans un même département, dans un même service. On peut prévoir également le caractère successif ou pas des jours de télétravail. On peut également prévoir que certains jours ne peuvent pas être posés en télétravail. Par exemple, le lundi, le vendredi, pour éviter les ponts à rallonge, enfin les week-ends à rallonge, pardon. Et on n'oublie évidemment pas les modalités de contrôle du temps de travail, le droit à la déconnexion qui est hyper important évidemment en télétravail, encore plus que pour les autres collaborateurs, et ce que je vous disais, les plages horaires pendant lesquelles les salariés sont joignables. Donc, en fait, par ce slide, vous avez en fait la trame, le squelette, on va dire, de votre accord ou de votre charte télétravail. Peut peut-être passer, là on va passer parce que c'est ce que je viens de vous dire, et on va revenir après sur les problématiques. Donc, charte ou accord collectif, ben, ça dépend de qui vous êtes. Encore une fois, si vous avez des DS, des délégués syndicaux, ça sera un accord d'entreprise avec les délégués syndicaux. S'il n'y a pas de délégués syndicaux, vous pouvez faire avec le CSE. Et s'il n'y a rien du tout, pas de DS, pas de représentant du personnel, vous pouvez mettre en place une charte d'entreprise et ça vous permettra d'éviter les problématiques. On peut peut-être passer, et je vais peut-être avancer un petit peu. Alors, vous avez les clauses spécifiques obligatoires, comme je vous l'ai dit, des conditions de passage en télétravail. Alors, je vise là plus particulièrement les grandes villes, en particulier en cas d'épisode de pollution. Moi, j'ai beaucoup de clients sur Paris, et j'ai des clients, comme vous habitez sur Paris, beaucoup d'entre vous, ville très polluée, contrairement à Metz. Il arrive parfois qu'on ait des épisodes de pollution, et j'ai des clients qui ont prévu qu'en cas d'épisode de pollution, alors qu'ils ont gradé évidemment, eh bien, le télétravail sera mis en place. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer le télétravail, mais à 24 heures, parce que le pic de pollution, vous le connaissez en général la veille ou la veille au soir, hein. On prévoit également les conditions de retour à une exécution du travail sans télétravail, donc c'est la réversibilité. Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail également doivent être précisées, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas imposer à un salarié le télétravail, c'est à titre volontaire, sauf cas particulier, pandémie, épisode de pollution, par exemple. Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail bien également doivent être précisées. Donc, tout ça, en général, se fait par des systèmes de badgeage informatique. Mais ça veut donc dire qu'il faut également retravailler toutes ces notions d'amplitude horaire, parce que parfois, on a des ordinateurs qui sont bloqués, on ne peut pas bosser à 5 heures du matin. Parce que quand on est dans l'entreprise, on ne vient pas bosser à 5 heures du matin quand on est à un poste, par exemple, service support. Quand je suis en télétravail, moi salarié, enfin si j'étais salarié, si j'ai envie de bosser à 5 heures, je peux. Mais si je n'ai pas accès à mon ordinateur à 5 heures du matin, ça va me poser problème. Ça veut dire que le télétravail sera peut-être moins intéressant pour moi. Donc il faut également peut-être penser à voir avec votre DSI pour transformer, modifier un peu les amplitudes horaires quand les salariés sont en télétravail. La détermination des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté, c'est ce que je vous ai dit. Et les modalités d'accès, j'en ai pas parlé, pourtant c'est très important. Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail également, il faut y penser. Le travailleur handicapé, on peut alors ça dépend du handicap, bien entendu, mais lorsqu'on a des handicaps euh, moteurs, on peut évidemment prévoir un télétravail particulier pour cette population
tout simplement parce qu'on prend en compte leur état de santé. Et là, on est vraiment dans notre obligation de prévention, notre obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Des clauses recommandées incontournables, là je vous les ai notées, mais je vous ai mis les principaux points. Dans un préambule, parce que je vous rappelle que dans un accord d'entreprise ou dans une charte, ce qu'il y a de plus important, quasiment, en tout cas dans l'accord d'entreprise, c'est sûr, c'est le préambule. Le préambule va vraiment définir la raison pour laquelle je mets en place, donc ma motivation, et ça va donc insuffler les autres articles qui sont dans votre accord d'entreprise ou votre charte. Donc, on renforce la politique de prévention des risques. Donc là, on est vraiment dans l'obligation de sécurité. Donc, c'est très bien. Ça me prouve d'ailleurs que vous êtes, quand vous mettez ce type d'argument, ça prouve vraiment que vous êtes impliqué dans la QVT, la qualité de vie au travail. Une démarche de développement durable avec tout ce qui est mobilité durable, et le cas échéant, évidemment, moins de voitures ou moins de transports en commun, puisque je travaille chez moi. L'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, ce qu'on vient de voir, et favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle également. J'insiste sur le préambule parce que lorsqu'on a des contentieux, même en matière pénale, et qu'on a qui n'a aucun rapport avec le télétravail, hein, le contentieux, moi, il m'est arrivé parfois de produire l'accord télétravail qu'on avait fait parce que dans la motivation, dans le préambule, j'avais en fait vraiment développé l'obligation de sécurité de l'employeur et ça m'a permis de démontrer dans un autre contentieux, encore une fois sans rapport avec le télétravail, que mon entreprise était vraiment très, enfin mon client était très impliqué dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Bon, c'est un des éléments évidemment qui nous permet de le prouver, mais c'est important. Et puis, bon, tous les autres critères dont on vient de parler. Alors, il y a un critère que vous voyez sur le slide, c'est les moyens alloués aux salariés et les indemnisations. Et là, nous tombons dans les zones à risque du télétravail, donc c'est le prochain slide, et les frais professionnels. Comme vous le savez, depuis l'une des ordonnances du 22 septembre 2017, le Code du travail ne prévoit plus rien concernant la prise en charge par l'employeur des coûts qui découlent de l'exercice du télétravail. On a une décision du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2023 qui est intéressante et qui nous dit la prise en charge des frais professionnels induits par une situation de télétravail est un principe qui s'impose à l'employeur en toutes circonstances. Donc, si on s'en tient donc à ce jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2023, on se dit, ah, moi, employeur, j'ai des salariés en télétravail, je vais donc devoir prendre en charge les frais professionnels puisque ça s'impose à moi. Mais, nous sommes en France, ça serait trop simple sinon. Slide suivant, s'il vous plaît. On a deux arrêts. Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 mars 2024 et un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 2024 qui nous disent pas tout à fait la même chose. La Cour d'appel de Versailles a confirmé l'obligation pour l'employeur d'indemniser les frais engagés par un salarié en télétravail. Donc, la Cour d'appel de Versailles est dans le prolongement du tribunal judiciaire de Paris. Et la Cour d'appel de Versailles nous dit même l'employeur doit indemniser sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base de dépenses définies forfaitairement. Et si l'employeur n'a rien prévu, dans la charte, dans l'accord d'entreprise, dans la charte, dans l'avenant au contrat, à défaut de fixation par l'employeur, c'est l'application du barème URSSAF. Mais la Cour d'appel de Paris, quelques jours plus tard, donc ça doit pas être la même chose, hein, bien sûr, la Cour d'appel de Paris, le 3 avril 2024, nous dit il n'y a pas d'obligation de payer aux salariés une indemnité de télétravail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 30 janvier 2025, eh bien, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente d'une position jurisprudentielle définitive, puisque selon qu'on prend Cour d'appel de Versailles ou Cour d'appel de Paris, dans un cas, c'est obligatoire, dans l'autre cas, c'est pas obligatoire. Personnellement, mais moi j'aime bien jouer, mes clients aussi, hein, bien sûr, j'impose rien à mes clients. Personnellement, je ne verse pas d'indemnité et j'attends. À ce jour, je n'ai eu, et même au bureau de Metz, on n'a eu aucun contentieux à ce sujet. Pourtant, il y a du télétravail chez certains de nos clients, on ne verse rien et tout va bien pour l'instant. Donc, je ne vais pas changer ma façon de faire, je ne vais pas changer ma recommandation.
Mais voilà, soyez à l'écoute. On attend en fait un arrêt de la Cour de cassation, parce que les cours d'appel, ce ne sont que des cours d'appel. On attend un arrêt de la Cour de cassation qui nous permettra de prendre position. Un arrêt également de la Cour d'appel de Paris, c'est le suivant, s'il vous plaît, où on nous dit que le salarié qui exerce ses missions en télétravail sur demande du médecin du travail, dans ce cas-là, il peut prétendre, pardon, au paiement d'une indemnité au titre du télétravail. Ça veut dire que si j'ai un télétravail mis en place sur recommandation ou sur recommandation ou sur instruction, oui, du médecin du travail, là, je dois payer au salarié une indemnité et personnellement, je prendrai le barème URSSAF, ce qui est plus simple. Pour terminer, le contrôle du temps de travail, on a un arrêt du 14 décembre 2022. Encore une fois, un salarié en télétravail est un salarié, donc vous devez contrôler le temps de travail des salariés en télétravail, surveiller les temps de repos. Donc, il vous faut absolument un cadre de suivi avec des mécanismes d'alerte, hein, surtout si vous avez un cadre de suivi informatique. Et vous devez également respecter toutes vos prescriptions liées au droit à la déconnexion, donc issues de votre accord d'entreprise, si vous en avez un. Deux petits arrêts pour terminer, parce qu'ils sont assez rigolos, si je puis dire, enfin même trois d'ailleurs. Des arrêts qui concernent les accidents du travail, parce que, encore une fois, un salarié en télétravail est un salarié, donc quid si je me prends les pieds dans les fils chez moi, quid si je tombe dans l'escalier parce que j'ai une maison avec des escaliers. Nous avons trois arrêts, un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, Amiens, et un autre de La Réunion, le plus récent est celui de Nîmes. Et que nous disent-ils? Eh bien, ils nous disent qu'en fait, on peut contester l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'un salarié qui tombe, en l'occurrence, dans l'un des arrêts, je crois que c'était, il me semble que c'était La Réunion, mais je ne sais plus. Un salarié était en télétravail, le salarié s'arrête de travailler parce qu'il entend du bruit dehors, dans la rue. Il descend, il y a un escalier, il descend, il va voir ce qui se passe dans la rue et il voit à ce moment-là qu'il y a une grue qui est tombée, alors, je ne sais plus, je crois que c'est sur un poteau dans sa rue. À ce moment-là, manque de bol pour lui, il se prend également un petit coup et donc il déclare l'accident du travail en disant j'étais au travail, certes chez moi, mais c'est bien pendant l'exécution de mon temps de travail que j'ai eu l'accident que je considère comme étant un accident de travail. La Cour d'appel a considéré que ce n'était pas un accident du travail, puisqu'elle a considéré que le salarié avait cessé son travail à un moment donné, il avait quitté son ordinateur, il avait pris ses petites jambes, il était descendu, il était allé en dehors de son domicile, parce qu'il était sur la route, enfin sur la route devant chez lui. Donc ça a été considéré comme n'étant pas un accident du travail. Moi, quel que soit le lieu où a lieu l'accident de travail, quel que soit le lieu où se passe l'accident de travail, je vais dire dans 99% des cas, on conteste, nous, les accidents du travail. Je vais vous donner un exemple. J'étais hier au conseil de prud'homme. Je n'ai pas encore plaidé parce que c'était en bureau de conciliation. Un salarié qui réclame le doublement d'indemnité de licenciement puisqu'il considère qu'on l'est licencié pour une aptitude, mais suite à un accident du travail. On l'a licencié pour une aptitude, certes, mais pour une maladie simple. Comme il est dans la métallurgie, l'indemnité spéciale, c'est 31 000 euros. Hein. Le doublement de l'indemnité, c'est 31 000 euros. Et l'accident du travail dont il fait état, c'est un infarctus à son poste de travail. Je vais contester, donc je n'ai pas concilié hier, hein, et on va contester le caractère d'accident du travail, puisque certes, c'est un infarctus sur le lieu de travail, mais il faut que ce soit en lien avec le travail. Et donc là, on va se battre, donc on va demander une expertise médicale. Ce n'est que 31 000 euros, mais on sait que derrière, on en a plein qui nous attendent. C'est pour ça aussi que mon client, comme c'est un groupe international, mon client veut absolument qu'on y aille. Donc, accident du travail, personnellement, nous, on conteste assez régulièrement. Et quand c'est au domicile pour un salarié, donc en télétravail, on conteste systématiquement. Donc voilà, et pour terminer, n'oubliez pas qu'un salarié en télétravail est seul, donc on fait attention aux risques psychosociaux liés au télétravail. Donc n'oubliez pas vos documents uniques d'évaluation des risques et donc toute votre prose juridique concernant les risques psychosociaux dans l'entreprise. Voilà les bonnes nouvelles de la matinée. Merci beaucoup, Maître Guetta-Spechner, pour cette intervention. Il y a d'assez nombreuses questions sur notre site. Je vais essayer de les synthétiser. On va commencer, si vous voulez bien, par les questions liées au télétravail. Donc, première question, je vais vous donner les trois questions que je trouve qui regroupent beaucoup de choses. Première question, quel est le degré de liberté d'un salarié en télétravail sur son lieu de télétravail? Donc, est-ce qu'il peut le faire en dehors de son domicile déclaré? Peut-il également le faire à l'étranger? C'est la première question.
Deuxième question, comment peut-on ou faut-il contrôler le temps de travail d'un salarié en télétravail? Quel contrôle de l'employeur? Quels moyens possibles? Et troisième question sur l'organisation même du télétravail concernant les horaires. Vous avez fait allusion à cela. Euh, Comment peut-on contrôler ces horaires, c'est-à-dire comment le salarié doit-il être joignable, etc. Voilà. Donc, première question, si vous voulez bien, degré de liberté du salarié en télétravail sur son lieu de travail choisi ou pas par lui. Alors, le télétravail, on peut l'encadrer, c'est-à-dire qu'on peut encadrer le lieu. L'arrêt dont je vous parlais, je suis en train de le rechercher. C'est un salarié donc, qui, au final, avait déménagé sans prévenir son client, il était parti au Canada. Donc, le client était en France, enfin, son employeur, pardon, était en France. Euh, et il télétravaillait depuis l'étranger. C'est un arrêt qui est assez récent, que j'ai retrouvé, qui date du 1er août 2024. Alors, pardon, c'est un jugement, c'est pas un arrêt, c'est le Conseil de prud'homme de Paris, où une salariée travaillant depuis le Canada sans l'accord de son employeur a été considérée comme ayant commis une faute grave. Et donc, son licenciement pour faute grave a été validé par le Conseil de prud'homme. Conseil des prud'hommes de Paris, quand même. Donc, voilà, c'est quand même un Conseil des prud'hommes plutôt pro-salarié, parfois. Et en fait, c'était une salariée qui avait été autorisée, alors c'est très particulier, une salariée autorisée provisoirement à télétravailler depuis le Canada. Euh, donc, au début, c'était temporaire. Dans l'attente de son retour, elle était au Canada, dans l'attente de son retour en France, elle avait été autorisée à rester au Canada et à travailler pour son employeur, mais c'était que temporaire. Finalement, le temporaire s'est transformé en définitif. Elle est parvenue en France, mais elle a voulu continuer à travailler du Canada. L'employeur a refusé, lui a ordonné, enfin, lui a enjoint de revenir en France et de reprendre son poste de travail dans l'entreprise. Et ensuite, il a constaté son absence et il l'a viré, il l'a licencié. Le Conseil des prud'hommes a considéré que euh, pour travailler depuis l'étranger, il fallait avoir l'autorisation de l'employeur. Une raison toute bête, hein, vous allez au Canada, il y a un décalage horaire, donc pour assister aux réunions, c'est compliqué, et donc pour la cohésion d'équipe, même à distance, c'est compliqué. Donc on doit, si on veut éviter ce type de problématique, ben, encadrer le télétravail par la charte ou par l'accord d'entreprise en prévoyant notamment ce dispositif. J'ai envie de partir dans le sud de la France et de travailler à partir de Nîmes et non pas Metz. À la limite, vous vous en moquez. Je suis peut-être d'ailleurs en train de faire le webinaire de Nîmes. Euh, bah non, mon employeur peut me dire non, non, on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez dans un périmètre. On peut également mettre, alors moi je le fais dans l'industrie, parce que parfois, alors pas pour la production, mais on a des services supports qui peuvent travailler en télétravail une journée par semaine chez certains de mes clients. J'ai défini donc c'était une journée et le télétravail devait être à 50 kilomètres autour de l'entreprise. Pourquoi 50 kilomètres? Parce qu'en cas d'urgence, même si je suis en télétravail, je dois pouvoir venir. Donc, encore une fois, dans télétravail, il y a le mot travail. Donc déjà, on l'encadre. Autre question, comment on contrôle le temps de travail? Alors, beaucoup par la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut éviter en tout cas de mettre en place des mouchards. Moi, j'ai un client qui, il y a quelques années déjà, hein, il y a peut-être 7 8 ans, euh, alors je ne savais pas que ça existait à l'époque, on touche à souris et quand on touche à souris, voilà, vous êtes prévenu que le salarié est en train de travailler. Donc, en fait, vous avez des systèmes de mouchards qui suivent les mouvements qui vous permettent de comprendre que le salarié travaille. Ce système de mouchards, évidemment, ce type de mouchard est totalement interdit en France. Donc, comment on contrôle le travail du salarié et la durée du travail? Moi, je vais vous dire ce qu'on fait à Fidal, parce qu'on a des collaborateurs qui sont en télétravail. C'est déclaratif uniquement. Donc, tout est basé sur la confiance. De toute façon, on ne peut pas faire travailler un salarié en télétravail si on n'a pas confiance. La confiance, encore une fois, n'exclut pas le contrôle. Un salarié qui est en télétravail et qui a des dossiers à traiter, bon, on doit vérifier que les dossiers sont traités quand il revient au boulot, quand il revient dans l'entreprise. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut faire attention au RGPD. Il ne faut pas trop jouer non plus avec ce qu'on peut parfois trouver sur Amazon Co.
Et la troisième question, c'était laquelle? Et du C'était coup, la question des horaires du télétravail. ben, Est-ce que le salarié est totalement libre? Le salarié peut-il, l'employeur peut-il, doit-il encadrer ses horaires en ben, fixant par exemple des plages où il est joignable et la question de est-ce qu'on peut déclencher le salarié pour lui demander de venir, etc. alors, les horaires, c'est en lien avec le droit à la déconnexion. Donc, ça dépend de votre accord droit à la déconnexion que vous avez dans l'entreprise. Si vous n'en avez pas, il faut absolument en mettre, parce que tout le monde a au moins un ordinateur. Donc, il n'y a pas de réponse, et pas de réponse. Ça dépend vraiment du droit à la déconnexion. C'est vraiment lié. Encore une fois, un salarié, et ça dépend du poste, un salarié qui est au service RH, si vous avez envie de bosser à 5 heures du matin parce que vous êtes un lève-tôt, et puis qu'à 11 heures, vous avez un rendez-vous médical, ben, vous travaillez à 5 heures du matin, puis à 11 heures, vous ne serez pas à votre poste de travail. Ça ne vous empêchera pas de faire votre mission ou de faire éventuellement les 35 heures. Si on est à 35 heures, il faut suivre les 35 heures. Encore une fois, c'est déclaratif, hein. Nous, à Fidal, dès lors que alors pour les salariés, hein, dès lors que vous ouvrez votre ordinateur, on considère que vous bossez. On fait confiance. Après, si vous partez pendant une demi-heure tchatcher avec votre collègue de travail, on fait confiance, on estime que vous ne le faites pas. Donc, l'accord droit à la déconnexion doit vraiment être travaillé en même temps que l'accord télétravail. Alors, plusieurs questions également sur la question de ce que j'appelle la réversibilité Ouais, le du retour. Mm, télétravail. mm. On me pose la question, j'ai le salarié a 2 jours de télétravail, quelles précautions à prendre si on veut qu'il n'ait désormais plus qu'un jour ou pas du tout de télétravail? Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors, la réversibilité, en fait, vous allez gérer le retour du salarié. Donc, en général, on gère. Alors moi, je ne motive pas, parce que j'estime que je suis employeur, donc je fais ce que je veux. Enfin, je caricature, hein. Je n'ai pas à motiver. En revanche, je travaille sur la durée de retour au poste. Cette durée, elle doit être quand même... on fait tous de temps en temps du télétravail. Euh, on sait bien que le salarié, de temps en temps, va s'arrêter pour aller chercher son gamin à l'école, etc. Donc si vous mettez une clause de réversibilité, enfin, quand vous allez mettre en place votre clause de réversibilité dans votre accord, il faut bien penser aux salariés qui s'arrêtent quand ils sont en télétravail le jeudi, ils s'arrêtent à 11 heures pour aller chercher leur gamin à 11h15 à l'école. Dès lors que vous allez revenir sur le télétravail, et donc l'interdire ou le réduire, vous allez mettre le salarié dans une situation parfois compliquée. Ça veut dire que la réversibilité, à mon sens, elle ne se fait pas en une semaine. Parfois, elle ne se fait même pas en un mois. Parfois, il nous faut quelques mois pour la mettre en place, pour permettre aux salariés de s'organiser. Donc là encore, il n'y a pas il y a pas de solution miracle. Euh, alors, passer de 2 jours de travail de télétravail à zéro, c'est peut-être possible sur le plan intellectuel, juridique. C'est possible. Dans la vraie vie, je ne sais pas si c'est opportun. Encore une fois, lorsqu'on discute avec les jeunes, alors la fameuse génération Z, mais il n'y a pas que la génération Z, je pense qu'il y a tous les salariés, le télétravail, enfin, c'est un acquis, pas au sens juridique, mais c'est un acquis au sens moral, c'est-à-dire que les salariés s'attendent à avoir du télétravail. Donc passer de 2 à zéro, ça me semble compliqué, voire dangereux pour la structure. Alors après, vous avez peut-être une motivation, la personne qui pose la question a peut-être une motivation que je ne connais pas. Supprimer le télétravail, à mon avis, vous risquez de perdre des collaborateurs et vous risquez de perdre des futurs recrues. Parce que ce n'est plus la première question qu'il pose, mais c'est la seconde, hein. Est-ce qu'il y a du télétravail? Alors après, nous avons des questions qui sont liées à l'actualité jurisprudentielle. Une question qui va vous faire sourire, Maître Guetaf-Pechnet. Est-ce que ce que vous avez dit sur le congé maternité est transposable au congé paternité en Oui, matière d'augmentation? ça me fait sourire, en effet. Alors aujourd'hui, on n'a pas de décision jurisprudentielle. Mais si je reprends la motivation, on nous dit bien, euh, pendant le congé de maths, pendant le congé de maternité, pardon, le contrat de travail est suspendu. Par conséquent, on doit attendre le retour du salarié pour faire l'augmentation. Donc moi, parallélisme des formes, et je suis basique, moi, comme fille. Congé de paternité, contrat de travail suspendu. Par conséquent, je dirais pareil.
On n'a pas encore de jugement, mais la personne qui pose la question peut peut-être faire la jurisprudence, il n'y a pas de souci. Je pense que ça serait la meilleure solution. Euh, Question un peu pointue également. Vous avez fait allusion au phénomène des augmentations pendant le congé maternité. Est-ce que toutes les augmentations se font au retour de congé maternité? Et la question qui est posée, c'est par rapport à des augmentations NAO, Général. augmentation générale d'entreprise, donc ça va appeler augmentation NAO dans la question qu'on a, sont-elles Mm. d'application immédiate ou sont-elles reportées au retour du congé maternité? Et si je prolonge la question, au retour du congé parental. Alors, l'arrêt du 2 octobre 2024 concerne les augmentations générales, donc NAO, et individuelles. Les deux. Les deux. Donc, ça veut dire que l'augmentation NAO, l'augmentation générale, elle va prendre effet pour le congé de maternité et donc certainement pour le congé de paternité à l'issue du congé et pour la période postérieure, hein. On a bien pour la période postérieure, sauf accord collectif. Donc là, ça dépend de vos NAO, évidemment, si vos NAO disent le contraire. Euh, donc, c'est la même solution. Individuel, enfin, collectif général, collectif individuel, pas pendant le congé, à l'issue et pour la période postérieure, donc la période de retour. D'accord, donc que l'on soit bien clair, toutes les augmentations se font à l'issue du congé Oui, maternité et du congé parental s'il y a, lors, par exemple, de l'entretien de retour de congé oui, parental maternité, quelque chose comme ça. Et il oui, faut régulariser intégralement la situation de ces personnes en faisant très attention à ce oui, qu'on fait oui, au retour, oui. Et au on a de plus retour. en plus de problématiques. Alors, moi, j'ai le cas, mais je vous le dirai peut-être la prochaine fois, j'ai une déléguée syndicale avec un problème enfin, avec une maternité. Euh, Aujourd'hui, je sais régler la question de la maternité grâce à cet arrêt du 2 octobre 2024. Concernant le délégué syndical, c'est différent, puisqu'un délégué syndical doit bénéficier des augmentations individuelles, enfin collectives et individuelles, comme les autres, pendant l'exercice de son mandat. Donc, qui va prendre le pas? Est-ce que c'est la maternité ou est-ce que c'est le mandat? Je suis en train de me battre avec la CGT pour ne rien vous cacher. Je vous dirai la solution la prochaine fois. Merci beaucoup. Et puis, dernière question, et après, je repasserai la parole à mes collègues, qui concerne la question des conventions de forfait, avec une question un tout petit peu technique, c'est comment gère-t-on le fait que le nombre de jours travaillés peut varier chaque année en fonction des jours, enfin des week-ends, des jours fériés, etc., Hmm. etc. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela pour être carré juridiquement? Bah, tous les ans, il faut, parce qu'en effet, ça varie entre 8 et 10, 12 jours, hein. Tous les ans, il faut sortir votre nombre de jours travaillés en fonction des jours fériés, des dimanches, etc. Et puis communiquer aux salariés. En fait, vous faites une information, vous l'affichez. Alors, soit vous le faites passer en CSE pour rappel, comme ça c'est dans un PV de CSE, soit vous l'affichez sur votre panneau d'affichage. Voilà, tout simplement. Mais il faut le communiquer aux salariés et après, il faut mettre d'équerre votre logiciel Alors, paye. merci beaucoup. Et peu de questions pour Marjolaine ou Alexandra. Première question, comment sera accessible le support de Maître Guetaf Pechenay? Et peut-être d'autres questions du chat que je n'aurais pas vues. Alors, Alexandra je- ou oui, Marjolaine? oui, je vais prendre. Bonjour à tous, je vais prendre la parole pour répondre à ces questions. Donc, en fait, la présentation qui a été présentée brillamment par Laurence vous sera adressée si vous êtes membre de l'IDAF. Et voilà, le webinaire, lui, sera accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, chacun pourra le visionner à nouveau sans aucun problème. Concernant les questions, je suis désolée, j'ai perdu ma voix. Concernant les questions, je crois qu'elles ont été à peu près toutes évoquées par Guillaume et Laurence. Si alors il y a peut-être une question, est-ce qu'un employeur peut refuser un télétravail? Ah oui, bien sûr, parce que c'est volontaire. C'est sur la base du D'accord. volontariat. Oui, sauf Voilà. force majeure. Et après, il y avait peut-être une question non, cette question-là sur la date de l'arrêt concernant les forfaits jours, hein. Mais peut-être que vous l'avez mentionné déjà, Laurence. Je pense. Il y en a plusieurs déjà. C'est Oui. lequel?
Logiquement, les arrêts figurent, en tout cas, la date de l'arrêt figure dans le support, D'accord, bon, très bien. normalement. Bon, d'accord, parfait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Écoutez, je vois que nous sommes parfaits au niveau des horaires puisqu'il est 10h31 et je pense que nous allons mettre un terme à ce webinaire. Je tiens à remercier tout particulièrement Maître Laurence Guettaf-Pechenay et le cabinet FIDAL pour